président qui gouverne depuis plus de 4 décennies vient de recevoir l'ultimatum le plus dur de sa carrière, et le monde entier observe s'il va tomber ou résister une fois de plus. Paul Biya du Cameroun est sous le feu nourri de l'ONU, après une élection qui a choqué même les observateurs les plus expérimentés, et ce qui va se passer dans les prochaines semaines peut changer complètement la carte politique de l'Afrique centrale. Si vous voulez comprendre comment un leader qui semble intouchable peut être à un pas de la fin, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne parce que cette histoire ne fait que commencer et chaque détail compte. Allons directement au fait que personne ne vous raconte. Le palais présidentiel de Yaoundé se dresse comme une forteresse inébranlable dans un continent en mutation. Derrière ses murs, un homme règne depuis plus de 4 décennies, défiant les vents du changement qui ont balayé l'Afrique. Paul Biya, le sphinx camerounais, fait face aujourd'hui à une tempête d'une intensité inédite. Les Nations Unies, cette institution qui a longtemps observé en silence, brandit désormais le drapeau rouge de l'indignation. Le ton monte, les accusations fusent, et le monde entier tourne ses projecteurs vers ce leader nonagénaire qui refuse de céder sa place. Cette confrontation révèle les fissures d'un système politique fossilisé. Les capitales occidentales murmurent, les chancelleries africaines s'inquiètent, et le peuple camerounais retient son souffle. La pression internationale n'est plus une simple déclaration diplomatique, elle devient un étau qui se resserre jour après jour. Les observateurs parlent d'un point de non-retour, d'une ligne rouge franchie lors du dernier scrutin électoral. Les irrégularités dénoncées ne sont plus des murmures de couloir. Elles éclatent au grand jour avec une violence inouïe. La communauté internationale découvre avec stupeur l'ampleur d'un processus électoral aux allures de mascarade démocratique. Les rapports s'accumulent sur les bureaux des diplomates, chacun plus accablant que le précédent. Des témoignages affluent de toutes les régions du pays, dépeignant une orchestration minutieuse de la fraude. Les urnes transparentes promises se transforment en boîtes opaques, où la volonté populaire s'évanouit. Les listes électorales gonflées artificiellement, les bulletins précochés, les bureaux de vote fantômes parsèment le territoire national. L'opposition, bâillonnée et fragmentée, assiste impuissante à cette parodie institutionnelle. Les médias indépendants, réduits au silence ou contraints à l'autocensure, ne peuvent documenter cette dérive autoritaire. Les observateurs internationaux, pourtant habitués au scrutin contesté, expriment leur consternation face à l'audace des manipulations. Le vernis démocratique s'effrite pour révéler la nature profonde d'un régime qui n'a de républicain que le nom. Cette élection marque un tournant, non par sa nouveauté, mais par l'impudence avec laquelle elle bafoue les normes internationales. Le secrétaire général des Nations Unies convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Les mots choisis sont inhabituellement fermes, reflétant une exaspération longtemps contenue. La résolution qui se dessine condamne sans équivoque les violations massives du code électoral camerounais. Les grandes puissances, d'ordinaire prudentes dans leurs interventions africaines, affichent cette fois une unité remarquable. La France, ancienne puissance coloniale et alliée traditionnelle, adopte une posture ambiguë mais critique. Les États-Unis, pragmatiques, mesurent le coût géopolitique d'un soutien indéfectible à un autocrate vieillissant. L'Union africaine, souvent accusée de complaisance envers ses membres, ne peut plus fermer les yeux. Les organisations de défense des droits humains multiplient les communiqués incendiaires. Amnesty International, Human Rights Watch et leurs consoeurs dressent un réquisitoire implacable. Le Cameroun se retrouve isolé diplomatiquement, son président transformé en paria de la scène internationale. Pourtant, dans son bunker doré, Paul Biya semble imperméable à cette réprobation universelle. L'homme au pouvoir depuis l'ère des cassettes audio et des téléphones à cadran cultive une image d'imperturbabilité souveraine. Ses rares apparitions publiques le montrent serein, presque détaché des turbulences qui agitent son pays. Cette stratégie du silence calculé a toujours été son arme favorite face aux crises. Il laisse ses ministres affronter les questions embarrassantes, ses porte-parole démentir les évidences, ses diplomates négocier les réprimandes. Cette distance olympienne frustre ses opposants autant qu'elle déconcerte les chancelleries étrangères. Comment ébranler un homme qui semble avoir transcendé les préoccupations terrestres du pouvoir? Son entourage rapporte un président
convaincu de son indispensabilité, persuadé que le Cameroun s'effondrerait sans sa main ferme. Cette mégalomanie tranquille s'est construite au fil de décennies d'allégeances achetées et de contestations écrasées. Le culte de la personnalité, bien qu'invisible comparé aux standards africains, imprègne chaque institution du pays. Les fonctionnaires tremblent à l'évocation de son nom. Les ministres rivalisent de servilité. Les généraux jurent fidélité éternelle. La machine répressive camerounaise fonctionne avec une efficacité redoutable, perfectionnée par des années de pratique. Les services de renseignement infiltrent chaque organisation susceptible de contestation. Les forces de sécurité, suréquipées et surpayées, forment le rempart ultime du régime. La justice, corrompue jusqu'à la moelle, transforme chaque procès politique en verdict prévisible. Les prisons se remplissent d'opposants, de journalistes, d'activistes de la société civile. Les disparitions forcées ponctuent la chronique sombre des droits humains au Cameroun. Les tortures dans les commissariats et les camps militaires ne soulèvent plus que des haussements d'épaules blasés. Cette normalisation de la violence d'État anesthésie une population épuisée par des décennies de répression. La peur s'est installée comme un brouillard permanent, étouffant les velléités de résistance. Pourtant, sous cette chape de plomb, des braises de révolte continuent de couver. Les réseaux sociaux, malgré les coupures d'Internet régulières, propagent les images interdites. Les jeunes générations, connectées au monde, refusent d'accepter cette fatalité dynastique. L'ONU ne se contente plus de dénonciations verbales. Elle envisage désormais des sanctions concrètes. Les discussions portent sur un embargo ciblé contre les hauts dignitaires du régime. Le gel des avoirs bancaires des proches de Biya devient une option sérieusement considérée. Les interdictions de voyager pour les membres du gouvernement camerounais figurent sur la table des négociations. Ces mesures, si elles sont adoptées, marqueraient un précédent historique dans les relations internationales africaines. Rarement, l'ONU a pris des dispositions aussi radicales contre un État membre pour des raisons purement électorales. Cette fermeté nouvelle traduit une évolution dans la perception occidentale de la stabilité africaine. Les chancelleries comprennent enfin que soutenir des autocrates vieillissants crée plus d'instabilité qu'elle n'en prévient. Le printemps arabe et ses conséquences catastrophiques hantent encore les esprits des stratèges diplomatiques. Personne ne souhaite voir le Cameroun basculer dans le chaos d'une transition violente. Pourtant, l'entêtement de Biya laisse peu d'alternatives à une confrontation de plus en plus inévitable. Les chancelleries occidentales multiplient les missions exploratoires à Yaoundé, cherchant une issue négociée à cette impasse. Les émissaires rencontrent discrètement des figures de l'opposition, sondent les possibilités d'un dialogue national. Ces initiatives se heurtent au refus obstiné du pouvoir de reconnaître la légitimité de toute contestation. Le régime qualifie systématiquement ses opposants de terroristes, d'agents étrangers, de diviseurs ethnicistes. Cette rhétorique usée jusqu'à la corde convainc de moins en moins, même parmi les soutiens traditionnels du président. Les alliés régionaux du Cameroun commencent eux aussi à prendre leur distance. Le Nigeria voisin, géant démographique et économique de la région, exprime publiquement ses inquiétudes. Le Gabon, le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale, pourtant dirigés par des autocrates similaires, murmurent leur malaise. Cette solidarité des dictatures africaines montre des signes de fissuration face à l'intransigeance camerounaise. Le risque de contagion démocratique effraie ces régimes qui ont bâti leur pérennité sur les mêmes fondations pourries. Le parcours de Paul Biya vers le sommet du pouvoir camerounais ressemble à une ascension méthodique et impitoyable. Né dans l'obscurité d'un village du sud forestier, rien ne le destinait à régner sur son pays pendant près d'un demi-siècle. Son intelligence précoce et sa discipline monastique attirèrent l'attention des missionnaires catholiques qui lui ouvrirent les portes de l'éducation. Les séminaires et les écoles coloniales françaises forgèrent son esprit et lui inculquèrent une vision du pouvoir hérité des monarchies européennes. Paris devint sa seconde patrie, Sciences Po son temple intellectuel, la haute administration française son modèle bureaucratique. Cette formation élitiste le distingua de ses compatriotes et lui valut la confiance du premier président camerounais. Ahmadou Ahidjo, père fondateur de l'indépendance, cherchait un technocrate loyal et efficace pour administrer son État naissant. Biya,
discret et apparemment inoffensif, semblait le candidat idéal pour les postes ministériels techniques. Personne ne soupçonnait alors l'ambition dévorante qui consumait ce bureaucrate aux manières aristocratiques. La stratégie d'ascension de Biya reposait sur une patience à toute épreuve et une capacité caméléonesque d'adaptation. Il accepta les postes ingrats que refusaient les ministres plus ambitieux ou moins patients. Secrétaire général de la présidence, il devint l'homme de l'ombre indispensable au fonctionnement quotidien du pouvoir. Cette position lui permit de tisser un réseau tentaculaire de fidélité et de dépendance. Il connaissait les secrets de chaque ministre, les faiblesses de chaque général, les ambitions de chaque haut fonctionnaire. Cette connaissance intime des rouages du pouvoir constituait une arme redoutable qu'il saurait utiliser le moment venu. Ahidjo, vieillissant et malade, cherchait un successeur qui ne remettrait pas en cause son héritage politique. Biya se présenta comme le continuateur idéal, le gardien fidèle des institutions établies. Sa nomination comme Premier ministre puis comme dauphin désigné surprit peu d'observateurs mais déçut beaucoup d'ambitieux. Les barons du régime Ahidjo sous-estimèrent grossièrement la détermination de cet intellectuel aux allures de bibliothécaire. Leur erreur d'appréciation leur coûterait bientôt leur position, parfois leur liberté, quelquefois leur vie. La passation de pouvoir entre Ahidjo et Biya tourna rapidement au cauchemar pour le président sortant. Le successeur effacé se révéla un Machiavel africain dénué de tout sentimentalisme. Les purges commencèrent immédiatement après la prise de fonction officielle du nouveau président. Les fidèles d'Ahidjo disparurent un à un des cercles du pouvoir, remplacés par les créatures de Biya. L'ancien président, exilé en France, assista impuissant au démantèlement systématique de son œuvre politique. Ses tentatives de coup d'État depuis l'étranger échouèrent lamentablement, renforçant paradoxalement la position de son ancien protégé. Biya exploita magistralement ses complots réels ou inventés pour justifier une répression massive. Les procès spectaculaires de militaires accusés de putschisme terrorisèrent la classe dirigeante camerounaise. Les exécutions publiques envoyèrent un message sans équivoque aux éventuels contestataires du nouveau pouvoir. Cette période sanglante établit les fondations d'un régime personnel où la loyauté envers le chef devenait l'unique critère de survie politique. Les institutions démocratiques, déjà fragiles sous Ahidjo, achevèrent leur mutation en coquilles vides dénuées de substance. Le système Biya perfectionna l'art de la corruption comme instrument de gouvernance et de contrôle social. Les détails des ressources pétrolières, bien que modestes, généraient suffisamment de revenus pour alimenter une vaste machine clientéliste. Les contrats publics se transformèrent en récompenses distribuées aux fidèles du régime. Les postes dans l'administration devinrent des butins attribués selon des critères ethniques et régionaux, soigneusement calibrés. Cette ethnicisation de la fonction publique divisait efficacement la société camerounaise en clientèles concurrentes. Chaque groupe ethnique recevait sa part du gâteau national, suffisante pour acheter son silence mais jamais assez pour menacer la suprématie des bêtis du Sud. Cette ingénierie sociale machiavélique garantissait l'impossibilité d'une coalition nationale contre le président. Les opposants potentiels se neutralisaient mutuellement dans des querelles de partage des miettes du pouvoir. La corruption cessait d'être un dysfonctionnement pour devenir le principe organisateur de l'État camerounais. Les ministres volaient en toute impunité pourvu qu'ils restent loyaux au chef suprême. L'opposition politique camerounaise végéta pendant des décennies dans l'insignifiance et la division. Le multipartisme, introduit sous la pression internationale, se révéla une mascarade démocratique habilement orchestrée. Les partis d'opposition se multipliaient, mais restaient des structures squelettiques sans base populaire réelle. Leurs dirigeants, souvent corrompus par le pouvoir ou compromis par leur propre turpitude, manquaient de crédibilité. Les quelques figures authentiquement opposées au régime subissaient un harcèlement judiciaire et policier permanent. Les campagnes électorales se déroulaient dans un climat d'intimidation généralisée où les électeurs craignaient pour leur sécurité. Les bulletins de vote se négociaient ouvertement, les résultats se falsifiaient méthodiquement, les contestations se noyaient dans les dédales judiciaires. Cette parodie démocratique satisfaisait néanmoins les exigences minimales de la communauté internationale. Les observateurs électoraux étrangers, soigneusement encadrés par les autorités,
validaient généralement des scrutins pourtant criblés d'irrégularités. Cette complicité objective des démocraties occidentales avec l'autoritarisme camerounais s'expliquait par des considérations géopolitiques cyniques. La stabilité, même factice, primait sur les principes démocratiques dans les calculs des chancelleries. Les universités camerounaises bouillonnent d'une rage longtemps contenue derrière les façades léthargiques de bâtiments délabrés. Les amphis surpeuplés résonnent de discours enflammés contre un système qui vole leur avenir aux jeunes diplômés. Ces étudiants, connectés au monde via leur smartphone, comparent amèrement leur sort à celui de leurs pairs africains. Ils voient des transitions démocratiques s'opérer ailleurs sur le continent, tandis qu'eux restent prisonniers d'une gérontocratie fossilisée. Les mouvements estudiantins, traditionnellement domestiqués par le pouvoir, échappent progressivement au contrôle des autorités. Les leaders émergents refusent les pots de vin jadis suffisants pour acheter leur silence. Cette nouvelle génération d'activistes maîtrise les codes de la communication moderne et les stratégies de mobilisation digitale. Les hashtags incendiaires circulent sur Twitter malgré les coupures d'Internet répétées. Les vidéos de manifestations violemment réprimées se propagent sur TikTok, échappant à la censure gouvernementale. Cette guerre informationnelle déstabilise un régime habitué à contrôler totalement le récit national. Les réseaux sociaux transforment chaque bavure policière en scandale viral impossible à étouffer. Les images de jeunes manifestants tabassés par les forces de l'ordre font le tour du monde en quelques heures. Les témoignages de victimes de la répression accumulent des millions de vues, suscitant l'indignation internationale. Cette transparence force émet le régime face à ses contradictions et l'expose à une réprobation grandissante. Les tentatives maladroites de manipulation de l'opinion en ligne se retournent contre leurs auteurs. Les trolls rémunérés par le gouvernement se font systématiquement identifier et ridiculiser par les internautes. Cette bataille pour le contrôle du narratif numérique échappe totalement au vieux cadre du régime. Formés à la propagande de l'ère analogique, ils ne comprennent rien aux dynamiques des médias sociaux contemporains. Leurs réactions brutales, arrestations de blogueurs, fermetures de comptes, coupures d'Internet, aggravent leur impopularité. Chaque censure devient un badge d'honneur pour les activistes, chaque arrestation crée un martyr. Cette spirale, incontrôlable, terrifie un pouvoir découvrant son impuissance face à la révolution digitale. La diaspora camerounaise, forte de plusieurs millions de personnes dispersées sur tous les continents, s'engage massivement. Ces émigrés, souvent hautement qualifiés et économiquement prospères, financent l'opposition intérieure. Les transferts d'argent vers les organisations de la société civile se multiplient via des canaux difficilement traçables. Les manifestations devant les ambassades camerounaises embarrassent le régime lors des visites officielles à l'étranger. Paris, Londres, Berlin, New York, Washington deviennent des scènes où se joue une partie de l'avenir camerounais. Ces Camerounais de l'extérieur disposent d'une liberté d'expression totale que leurs compatriotes n'ont pas. Leur voix amplifie, sur la scène internationale, les revendications étouffées au pays. Les lobbies qu'ils constituent influencent progressivement les positions des gouvernements occidentaux. Les parlementaires européens et américains reçoivent des délégations de plus en plus structurées et convaincantes. Cette internationalisation de la contestation constitue une nouveauté majeure dans la lutte contre le régime Biya. Jusqu'alors, l'opposition restait confinée aux frontières nationales où elle était aisément réprimée. Les réseaux traditionnels de résistance trouvent dans cette nouvelle génération militante des alliés inattendus mais précieux. Les syndicats, longtemps manipulés ou muselés par le pouvoir, redécouvrent leur vocation contestataire originelle. Les grèves spontanées se multiplient dans les secteurs stratégiques de l'économie camerounaise. Les enseignants refusent d'entrer en classe, les médecins désertent les hôpitaux publics, les chauffeurs paralysent les transports urbains. Ces mouvements sociaux, atomisés au début, convergent progressivement vers des revendications politiques communes. L'exigence d'une transition démocratique véritable supplante les réclamations sectorielles initiales. Le régime se retrouve confronté à un front social beaucoup plus large qu'il ne l'anticipait. Sa stratégie habituelle de division et de corruption sélective montre ses limites face à cette mobilisation protéiforme. Les sommes nécessaires pour acheter le silence de tous ces mécontents dépasseraient les capacités financières de l'État. La corruption, jadis solution universelle aux problèmes politiques,
devient une arme émoussée devant l'ampleur de la contestation. La crise économique galopante radicalise des populations jusqu'alors résignées à leur sort. L'inflation dévore le pouvoir d'achat de classes moyennes déjà fragilisées par des décennies de mauvaise gestion. Les fonctionnaires, piliers traditionnels du régime, voient leur salaire fondre face à l'augmentation des prix. Le coût de la vie devient insupportable pour des familles déjà au bord de la survie. Les marchés débordent de commerçants incapables d'écouler leurs marchandises, faute de clients solvables. Les quartiers populaires de Douala et Yaoundé ressemblent à des poudrières prêtes à exploser. Les émeutes de la faim, spectre hantant les nuits des dirigeants africains, deviennent une possibilité concrète. Cette détresse économique rend les populations réceptives aux discours révolutionnaires qu'elles ignoraient auparavant. La peur du changement, longtemps entretenue par la propagande officielle, s'estompe devant l'urgence de la survie. Que mieux peut-on craindre à perdre quand on n'a déjà plus rien à perdre? Cette question existentielle alimente une témérité nouvelle chez des citoyens poussés dans leur dernier retranchement. Les églises camerounaises, catholiques, protestantes et évangéliques, abandonnent progressivement leur neutralité, complice. Les homélies dominicales se teintent de critiques à peine voilées contre l'injustice et la corruption. Les évêques, traditionnellement prudents dans leur prise de position politique, publient des lettres pastorales audacieuses. Ils dénoncent la dérive autoritaire du régime et appellent à un sursaut moral de la classe dirigeante. Ces prises de position religieuses légitiment la contestation aux yeux de populations profondément croyantes. Le clergé, respecté et écouté dans la société camerounaise, devient un contre-pouvoir moral inattendu. Ces appels au dialogue national résonnent avec une autorité que le régime ne peut ignorer totalement. Les tentatives d'intimidation contre certains prêtres trop virulents se retournent contre leurs auteurs. L'arrestation d'un homme de Dieu provoque une indignation populaire bien plus forte que celle d'un opposant politique. Le régime découvre qu'il ne peut combattre simultanément sur tous les fronts, sans risquer l'implosion totale. Les intellectuels camerounais, longtemps confinés au silence de leurs bureaux universitaires, retrouvent une parole publique. Les économistes décortiquent impitoyablement les chiffres mensongers du gouvernement sur la croissance et le développement. Les juristes démontent les manipulations constitutionnelles qui ont permis la perpétuation du régime Biya. Les historiens rappellent que le Cameroun mérite mieux que cette médiocrité institutionnalisée. Les écrivains et artistes produisent des œuvres ouvertement contestataires que la censure ne parvient plus à étouffer. La musique urbaine, particulièrement populaire auprès des jeunes, véhicule des messages politiques de plus en plus explicites. Les rappeurs deviennent des héros de la contestation, leurs textes transformés en hymnes de ralliement. Cette effervescence culturelle témoigne d'une société qui refuse de mourir étouffée par un pouvoir sclérosé. Les productions artistiques contournent habilement les interdictions officielles grâce aux plateformes numériques internationales. Un artiste censuré au Cameroun devient viral sur YouTube et Spotify, touchant des audiences décuplées. Les couloirs feutrés du palais présidentiel de Yaoundé bruissent de rumeurs contradictoires sur la santé réelle du chef de l'État. Les courtisans scrutent chaque apparition publique pour déceler les signes d'un déclin irréversible. Le président Biya, toujours impeccablement vêtu mais visiblement diminué, apparaît de plus en plus rarement. Ses discours, préenregistrés et manifestement retouchés, ne trompent plus personne sur son état physique. Les longues absences à l'étranger, officiellement pour raisons médicales, alimentent les spéculations les plus folles. Certains murmuraient qu'il serait déjà cliniquement mort, maintenu artificiellement en vie par une cabale de courtisans. D'autres prétendent qu'un sosie le remplacerait lors des rares cérémonies officielles nécessitant sa présence. Ces théories conspirationnistes, aussi fantaisistes soient-elles, reflètent la perte totale de crédibilité du pouvoir. L'opacité entourant la santé présidentielle crée un vide informationnel que comblent les rumeurs les plus extravagantes. Cette incertitude paralyse les institutions et empêche toute prise de décision stratégique. Le Cameroun navigue à vue, sans capitaine visible, vers des eaux de plus en plus tumultueuses. Les prétendants à la succession présidentielle se positionnent avec une discrétion de moins en moins convaincante. Le Premier ministre, théoriquement, héritier constitutionnel, ne dispose d'aucune base de pouvoir autonome. Simple créature du président, il serait balayé sitôt son protecteur disparu.
Le ministre de la Défense, contrôlant nominalement les forces armées, apparaît comme un concurrent plus sérieux. Sa proximité avec les généraux lui confère un atout décisif dans la partie qui se joue. Le directeur de la sécurité présidentielle, homme de l'ombre mais redouté, dispose de dossiers compromettants sur tout le monde. Cette connaissance des secrets de chacun fait de lui un faiseur de roi potentiel. Le fils du président, longtemps présenté comme le dauphin naturel, manque cruellement de l'appétit politique nécessaire. Sa vie de playboy international le disqualifie aux yeux d'une population exaspérée par les excès de la famille présidentielle. Ses prétendants se surveillent mutuellement, nouant et dénouant des alliances aussi fragiles qu'éphémères. Chacun sait que la mort du président déclenchera une lutte impitoyable où tous les coups seront permis. Les scénarios de transition esquissés dans les think tanks occidentaux oscillent entre espoir et catastrophisme. Le scénario optimiste envisage une transition négociée vers un gouvernement d'union nationale. Des figures de l'opposition modérée rejoindraient des éléments réformateurs du régime actuel. Cette coalition improbable superviserait la rédaction d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections véritablement libres. Ce scénario à la sud-africaine présuppose une sagesse collective dont le Cameroun n'a jamais fait preuve. Le scénario pessimiste prédit une fragmentation du pays le long des lignes ethniques et régionales. Les anglophones feraient sécession effective, entraînant d'autres régions dans une logique séparatiste. L'armée, divisée elle aussi ethniquement, se fractionnerait en milices régionales rivales. Ce scénario à la somalienne plongerait l'Afrique centrale dans une déstabilisation régionale majeure. Entre ces deux extrêmes, les scénarios intermédiaires multiplient les variantes de chaos contrôlé. Un coup d'État militaire établissant une junte de transition reste l'hypothèse privilégiée par beaucoup d'observateurs. Les puissances régionales africaines observent avec inquiétude la décomposition du Cameroun. Le Nigeria, géant démographique et économique voisin, redoute un afflux massif de réfugiés traversant sa frontière. Abuja envisage sérieusement une intervention militaire pour éviter la contagion du chaos camerounais. Le Tchad, habitué aux turbulences politiques, se prépare à tirer profit de la faiblesse de son voisin méridional. Les razzias transfrontalières de groupes armés tchadiens pourraient reprendre si l'autorité centrale camerounaise s'effondrait. Le Gabon et la Guinée équatoriale, petits États pétroliers dirigés par des autocrates similaires, tremblent pour leur propre survie. La chute de Biya créerait un précédent terrifiant pour ces régimes tout aussi vermoulus. Le Congo-Brazzaville, sous perfusion française et chinoise, ne dispose d'aucune capacité d'influence sur son voisin. Cette impuissance collective des États de la région face à la crise camerounaise augure mal de la suite. L'Union africaine, paralysée par ses contradictions internes, se révèle une fois de plus incapable d'action préventive. La France, ancienne puissance coloniale et tuteur néocolonial persistant, se trouve dans une position inconfortable. Paris entretint pendant des décennies une relation ambiguë avec le régime Biya, alternant critiques molles et soutien tacite. Les intérêts économiques français au Cameroun, considérables dans plusieurs secteurs, plaident pour la stabilité. Mais cette stabilité artificielle, maintenue par la répression, devient de moins en moins défendable politiquement. L'opinion publique française, sensibilisée par la diaspora camerounaise, presse son gouvernement d'agir. Les parlementaires français reçoivent des délégations d'opposants qui documentent les exactions du régime ami. Cette pression domestique complique les calculs géopolitiques de l'Élysée et du Quai d'Orsay. La tentation d'un lâchage de Biya grandit à mesure que son maintien devient plus coûteux que son remplacement. Mais Paris redoute de perdre totalement son influence au Cameroun en cas de transition chaotique. Cette quadrature du cercle stratégique explique l'immobilisme français face à la crise camerounaise. L'attentisme risqué pourrait aboutir au pire scénario, perdre à la fois Biya et l'influence française. Les États-Unis adoptent une approche plus pragmatique et moins sentimentale que leur allié français. Washington ne nourrit aucune nostalgie particulière envers le Cameroun et calcule froidement ses intérêts stratégiques. La lutte contre le terrorisme islamiste dans le bassin du lac Tchad prime sur toute autre considération. Le Cameroun, État tampon entre le Sahel chaotique et le golfe de Guinée convoité, conserve une importance sécuritaire. Mais les Américains ne sont pas prisonniers d'une histoire coloniale comme les Français. Ils peuvent envisager sereinement un changement
de régime si celui-ci sert mieux leurs objectifs. Les services de renseignement américains cartographient méticuleusement les successeurs potentiels de Biya. Les profils sont étudiés, les contacts établis discrètement, les leviers d'influence identifiés. Cette préparation méthodique permettra à Washington de peser sur la transition le moment venu. Les déclarations publiques américaines restent prudentes, mais le travail de fond progresse inexorablement. Cette approche transactionnelle des relations internationales choque parfois les Africains, mais présente l'avantage de la clarté. La Chine, devenue premier partenaire commercial et créancier du Cameroun, joue une partition distincte. Pékin se soucie peu de démocratie, de droits humains ou de succession dynastique. Les investissements chinois massifs dans les infrastructures camerounaises constituent la seule préoccupation réelle. Les routes, les ports, les barrages financés par les banques chinoises représentent des milliards de dollars. Ces infrastructures, gagées sur les ressources naturelles camerounaises, doivent être protégées. La stabilité, quelle qu'en soit la nature politique, prime absolument dans les calculs de Pékin. Les diplomates chinois maintiennent donc des contacts avec tous les camps, refusant de miser exclusivement sur Biya. Cette flexibilité amorale garantit que Pékin restera un acteur incontournable après la transition. Les successeurs éventuels de Biya, conscients de cette réalité, cultivent leurs relations avec l'ambassade chinoise. La dette colossale contractée auprès de Pékin condamnera de toute façon le prochain gouvernement à composer avec l'Empire du Milieu. Cette dépendance financière limite drastiquement la marge de manœuvre future du Cameroun.es. Université camerounaise bouillonne. Un président qui gouverne depuis plus des nous arrivons à la fin, mais l'histoire de Paul Biya est loin d'être terminée, et les prochains chapitres peuvent être encore plus explosifs. Laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez qu'il va arriver au président le plus âgé d'Afrique, et n'oubliez pas d'appuyer sur le like parce que du contenu de ce niveau a besoin de votre soutien. Pendant que vous regardez cette vidéo, des réunions secrètes se déroulent à Yaoundé, et le destin de millions de personnes peut être décidé en ce moment même. Restez connectés à la chaîne, parce que quand la bombe explosera, vous voudrez être au courant de chaque détail avant tout le monde.